Ce livre, c'est pas du tout un livre moralisateur, ça va peut-être un petit peu réveiller les consciences. On parle, oui, de la situation d'éphémère, mais on parle aussi du harcèlement, on parle du viol, on parle du divorce, on parle du mariage. Donc ça, c'est des problématiques qui sont finalement universelles. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Valérie Pérez, la journaliste bien connue que vous regardez peut-être sur I24, nos confrères I24 News. Voilà, on est ravis de l'accueillir parce qu'elle vient de sortir un livre aux éditions Ramsay, Destin de femme. Valérie Pérez, bonjour. Bonjour. Alors je dois dire Valérie Pérez Enouchi. Voilà, bah oui, parce qu'on est en plein. Ça aussi, c'est une problématique de femme. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'on donne son nom marital, son nom, tout le monde y passe. Bon, alors bref, à part cette, on va pas commencer comme ça parce que c'est vraiment un livre étonnant, franchement, parce que c'est vrai quand on vous connaît, vous avez fait beaucoup de choses. Au niveau du journalisme, vous avez travaillé sur iTélé, vous avez travaillé sur France Télévisions, vous vous occupez d'une émission, vous occupiez à l'époque d'une émission de football, de sport, voilà. Et puis aujourd'hui, vous faites une émission sur toujours sur I24, Histoire et découverte. Donc, on vous attendait pas vraiment avec ce livre, Destin de femme, 17 portraits de femmes. Alors, on passe vraiment par tous les continents. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette aventure ? Ah ben écoutez, je pense que c'était une aventure dans laquelle je ne savais pas du tout où j'allais. Ça, vraiment, à aucun moment j'ai écrit ce manuscrit pour qu'il soit édité. C'était pas un projet de livre au départ, c'est pas commencé comme ça ? Ah, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'avais une vocation, c'était de raconter les histoires de ces femmes parce que leur souffrance me touchait. Mais comment vous avez commencé ? Parce que vous avez été en contact avec elles ? Alors, c'était des carnets de voyage. J'ai beaucoup voyagé. Donc, moi, j'aimais bien un petit peu m'isoler à chaque fois que j'allais comme ça, aussi bien en reportage avec France Télévisions ou bien en voyage en famille. J'aime bien un peu m'isoler, savoir comment on vit et quelles sont les coutumes sur place. Ok. Et donc, j'avais un carnet de voyage avec des notes que je prenais. Et puis, un jour, je suis retombée sur ce carnet de voyage et puis je me suis dit, tiens, d'abord, je vais le relire. Et puis, je vais le remettre au propre sur mon ordinateur. Et au fur et à mesure que je me rappelais de ces histoires et de tout ce que j'avais ressenti sur place, j'ai eu envie d'enquêter, j'ai eu envie d'en savoir plus, j'ai eu envie de savoir quel était l'environnement socio-économique, la loi de ce pays et surtout quelle était la place des femmes. Alors, c'est ça qui est très intéressant dans l'ouvrage, c'est que non seulement il y a 17 portraits des femmes, ça c'est l'objet de la deuxième partie du livre, mais en première partie, il y a des tas de chiffres où on apprend énormément de choses et on se dit, waouh, quand même, quoi. Oui. Il y a quelques chiffres, notamment sur les fimères qui sont absolument saisissants. C'est construit d'une façon où vraiment vous avez envie de nous réveiller, voilà, sur le sort des femmes. Oui, alors vous avez complètement raison. C'est vrai que ce livre, c'est pas du tout un livre moralisateur. Ça va peut-être un petit peu réveiller les consciences. En tous les cas, c'est le but. Ces chiffres, il me semblait important de les rappeler parce qu'on a un petit peu la mémoire courte. Alors, on parle, oui, de la situation d'éphémère, mais on parle aussi du harcèlement, on parle du viol, on parle du divorce, on parle du mariage. Donc ça, c'est des problématiques qui sont finalement universelles. Hein, c'est ce qu'on dit, chiffres, voilà, les chiffres à la voilà. 2 millions de jeunes filles de moins de 15 ans seront mères dans le monde. Ça paraît incroyable. 55% des femmes sont, on va dire, en mesure vraiment de faire le choix d'être mère ou non, voilà. Absolument. Bah oui, parce que ça arrive très très jeune. Hein. Ça fait pas beaucoup, quoi. Ouais. Est-ce que ce sont des femmes que vous avez rencontrées ? Est-ce que ce sont des femmes que vous avez observées ? Alors pour certaines, oui, c'est des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont raconté leur histoire et certaines que je côtoie encore. D'autres, ce sont des histoires que l'on m'a rapportées, c'est-à-dire ça peut être la sœur, la cousine, la tante ou la nièce d'eux. Et puis d'autres histoires, lorsque je me suis justement plongée dans sur justement la situation des femmes dans le monde, il y a eu certains pays où j'étais quand même assez choquée de voir encore comment elles vivaient. Et là, j'ai voulu en créer une qui serait finalement le symbole de toutes les autres, comme par exemple cette indienne Mira que je n'ai pas rencontrée, qui habite à New Delhi. Et en fait, Mira n'est pas Ira, mais elle est Ilango au départ. C'est une femme, mais qui est née dans un corps d'homme et qui nous raconte son long chemin pour vivre dans la vérité. Un chemin extrêmement douloureux. Donc, il est transgenre. Il faut savoir qu'en Inde, le troisième sexe, ça existe, d'accord ? Et ces femmes-là, on les appelle les hijras. Elles ont toujours existé. Elles étaient gardiennes du temps du palais des Maharajas. Elles sont danseuses, elles sont diseuses de bonne aventure. Et
c'est des femmes qui vivent un petit peu en marge de la société, mais qui existent depuis toujours en Inde. Alors, il y a des tas d'histoires, évidemment. Il y a celle-ci, mais moi, j'ai été très touchée par d'autres histoires et surtout par la façon dont vous avez choisi de les raconter, c'est-à-dire à la première personne. Pourquoi ? Oui, c'est important parce que en fait, je me suis complètement identifiée en tant que femme à la problématique de ces femmes. Le livre, actuellement Ramsay est en rupture de stock, il a été vendu très vite et quelques femmes qui ont acheté le livre et qui ont lu ces histoires m'ont contacté et m'ont dit tu sais, moi je vis exactement cette même histoire. Ou bien une autre qui est venue m'arrêter dans la rue et qui m'a dit j'ai été violée moi aussi et ce livre m'a fait parler. Donc, je pense que quand on est une femme, on ne peut pas faire autrement que de se détacher de cette personne-là et de se dire, nous aussi, ça peut nous arriver. On aurait pu, nous, être au Liban. On aurait pu s'appeler Saria. On aurait pu se marier, on aurait pu divorcer simplement par une lettre qui arrive par la poste et on aurait pu nous enlever notre enfant et on n'aurait pas eu la garde de cet enfant jusqu'à l'âge de 14 ans parce que au Liban, la garde des enfants est exclusivement réservée aux pères. Il y a beaucoup d'histoires bouleversantes, vraiment. Ce qui est touchant aussi dans l'écriture, au-delà de la première personne, c'est que vous pointez, on rentre directement dans la vie des personnages parce que vous détaillez des petites choses du quotidien. C'est important de dresser le décor, de savoir exactement où on est, les odeurs, les senteurs, les bruits. C'est quelque chose qui nous transporte. C'est un voyage. La deuxième partie de ce livre, c'est un vrai voyage autour du monde. Alors il se lit, c'est vrai, facilement parce que c'est des histoires qui sont assez courtes quand même. Mais on passe un moment finalement où on fait des petits sauts comme ça, de la Chine au Japon. Et oui, mais il y a aussi l'Europe. Thaïlande. Il y a aussi l'Europe. Il y a la Thaïlande. Alors il y a une histoire bouleversante sur cette Thaïlandaise qu'on suit depuis son jeune âge jusqu'à l'heure de sa vieillesse. Et c'est vraiment terrible parce qu'elle vit encore dans la douleur. C'est affreux, franchement. Mais il y a aussi des belles histoires. Il y a des belles histoires, bien sûr. Il y a des histoires qui commencent mal, mais il y a des histoires qui finissent très bien, notamment une histoire qui se passe en Islande. Oui, absolument. C'est une femme qui effectivement ne s'était jamais mariée, qui n'arrivait pas à trouver l'âme sœur, et puis qui décide, après plusieurs voyages, de s'installer en Islande pour la vie islandaise qui est complètement... Elle s'était mariée, mais elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant. C'est celle-ci. Oui, mais en fait, elle s'était mariée, mais si vous voulez, en fait, on se demande vraiment si ce mariage, c'était un vrai mariage ou pas, parce que elle était tellement impliquée dans cette envie d'enfant qu'elle va un petit peu vite sur le mariage. Donc moi, je l'ai raconté telle qu'elle me l'a dit, mais en réalité, je pense que c'était une relation qui finalement n'a pas vraiment marché. C'est pour ça qu'elle s'était pas impliquée dans le fait d'avoir d'enfants, parce que si vous lisez bien l'histoire, on pense qu'elle est stérile, sauf qu'elle ne l'est pas. Exact. Donc on se rend compte que quand elle est vraiment bien en couple et quand elle est bien installée dans sa famille, là finalement elle arrive à avoir un enfant. Il y a de belles histoires qui sont racontées. Puis il y a aussi des histoires de femmes qui rejoignent l'actualité brûlante qu'on est en train de vivre. C'est une Afghane. Une Afghane à la base qui vit à Berlin. Donc elle vit à Kaboul. Alors elle a une vie terrible parce qu'elle voit sa mère être tuée sous ses yeux à l'âge de 13 ans par les talibans. Elle raconte le statut de la femme afghane, c'est-à-dire que même les femmes prépubères sont obligées de se couvrir et puis elles vivent du harcèlement, elles vivent dans l'invisibilité la plus totale justement pour pouvoir vivre sans être ennuyées. Et un jour, elle décide de partir, donc elle nous raconte son long chemin. Alors elle paye un passeur, c'est toutes les économies de sa vie pour payer ce passeur. Le long chemin pour arriver jusqu'en Allemagne. La longue route pour l'intégration, apprendre l'allemand, les cours d'éducation sexuelle lorsqu'on arrive en Allemagne. Et puis il lui arrive quelque chose de magique, c'est qu'elle, qui est si brune et avec le regard si brun, tombe amoureuse de son prof, Rodolphe, qui lui est blond avec des yeux bleus. Elle n'avait jamais vu des yeux aussi bleus. Et en fait, on se rend compte que finalement, l'amour est capable de tout dépasser et elle habite maintenant à Berlin. Elle a beaucoup dans ce qui relie, on va dire, et ce qui est à mon avis, le lien de tout ce livre, c'est l'amour. Que ce soit l'amour filial, l'amour pour son conjoint. Je pense que nous, les femmes, on est capable de donner beaucoup d'amour. On le voit d'ailleurs au sein d'une propre famille. Le père, c'est l'autorité, et puis la mère, c'est l'amour. Pas toujours. Mais ça change un peu, mais quand on voit les bases de la civilisation, une famille, c'est ça. Le père, c'est un petit peu celui qui va donner le tempo de l'autorité, etc. Puis la maman, c'est celle qui va compenser, qui va consoler, qui va guérir les souffrances, qui va écouter. Alors, les histoires que vous racontez sont courtes. Oui. Elles sont denses. Ça veut dire que
vraiment, on passe par toutes les couleurs et tout le ressenti que le personnage que vous décrivez a vécu. Le fait qu'elle soit courte, c'était un souhait aussi? Parce que vous auriez pu les étaler, les histoires. Franchement, j'ai pas voulu. Je ne savais pas où j'allais quand j'écrivais ce livre. Je l'ai écrit comme je le sentais. Il se trouve que c'était des histoires qui étaient courtes. Elles auraient pu être, vous avez raison, plus longues si j'avais voulu rentrer encore plus dans les détails, etc. Mais j'ai surtout voulu écrire l'émotion, la souffrance. Et j'ai voulu transporter. Et on n'a pas besoin d'écrire des heures pour transporter. J'avais envie de faire quelque chose qui nous apprennent des choses, où il y avait de nombreuses informations, parce qu'évidemment je suis journaliste et c'était important pour moi de donner des infos, mais j'avais surtout envie de transporter les gens dans leur sensibilité. Justement, quand vous parlez de cette femme afghane qui fait écho à la triste réalité que vivent les Afghanes aujourd'hui avec le retour des talibans, est-ce que vous avez envie de faire bouger les choses, bouger les lignes ? Mais écoutez, je pense que quand on est une femme, et d'ailleurs quand on est un être humain normal, on ne peut pas être insensible à la cause des femmes et ce qui leur arrive aujourd'hui à Kaboul. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire dans l'actualité il y a quelques semaines. D'une cinéaste. Voilà, il y avait la cinéaste, vous avez raison, puis il y avait aussi ce dernier juif d'Afghanistan qui ne voulait pas partir. Il ne voulait pas quitter Kaboul. Il ne voulait pas quitter Kaboul parce que, soi-disant, il voulait sauvegarder le patrimoine afghan. Alors moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais quel homme génial. Il veut sauvegarder le patrimoine juif à Kaboul. Et puis après une enquête, on s'est rendu compte qu'en fait, ce monsieur-là ne voulait pas partir parce qu'il savait que s'il allait venir, enfin s'il venait en Israël ou ailleurs, il aurait été forcé de donner le guet à sa femme. Donc il a préféré subir le régime féroce des talibans, des fondamentalistes, que de libérer sa femme. Vous voyez, bon, finalement, il lui a donné le guet. Hein. Mais c'est vrai que quand on vous lit, c'est ça qui ressort aussi. Voilà, de toutes ces histoires, on se rend compte que du poids, voilà, toujours du poids de l'homme sur son épouse ou sur ses sœurs. Il y a une histoire terrible de vengeance parce que je sais plus dans quelle histoire c'était, mais il y a une des filles qui part avec son amoureux en Inde, je crois que c'était une histoire de caste. Oui, il y a encore des castes en Inde, bien sûr. Et en fait, ça finit très mal. Elle est complètement répudiée par sa famille. Il y a une question d'honneur. L'honneur est important là-bas. Et puis oui, ça finit très mal puisque les frères vont faire justice eux-mêmes et les deux vont mourir. Et c'est une histoire vraie. Vous auriez pu rajouter même une histoire d'une femme peut-être dans la société arabe. Ici, on sait qu'elles sont. J'y ai pensé. Ouais, j'y ai pensé, ou bien même d'une bédouine. Ou d'une bédouine victime des crimes d'honneur souvent, ça nous fait peur. C'est terrible. C'est terrible. Bon, ok. Alors, on imagine que vous n'allez pas vous arrêter là. Peut-être que vous allez continuer. Je ne sais pas. Ah oui, de toute façon, continuer à écrire. Moi, je me suis vraiment sentie. C'était une exaltation incroyable, quoi. D'écrire, pour moi, ça a été une révélation. Tout ce qui arrive maintenant, le fait que le livre comme ça soit primé. Vous avez un prix, on n'en a pas encore parlé, mais pour moi, c'est vraiment c'est extraordinaire. Je prends tout ce qu'il y a à apprendre sans penser à demain. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à écrire, c'est vrai, que je vais en écrire un autre puisque Ramsay m'a commandé un autre livre. Mais surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est le fait d'avoir eu comme cette espèce de mission qui était comme ça au fond de moi, de donner la parole à ces femmes pour qu'on entende leur histoire. Donc ça, c'était plus important que tout. C'était de savoir que leur histoire allait être entendue. Justement, vous avez choisi dans les lectures que vous avez déjà organisées pour présenter le livre, notamment aux franco-israéliens, de donner la parole à des femmes, à des artistes. Oui. Je crois qu'il y a une comédienne, il y a Valérie Abicassis, une journaliste, une autre journaliste aussi, pour lire ces histoires. Oui, alors il y a de nombreuses signatures qui sont organisées, qui ont été donc organisées ici, justement en Israël et au consulat de Jérusalem. Et en fait, le concept, c'est que j'ai demandé à des femmes connues de prêter leur voix à ces femmes inconnues. Et ça a été formidable parce qu'elles ont toutes accepté immédiatement. Donc en Israël, on a pu entendre Joanne Toledano, comédienne. Magnifique comédienne. On a pu entendre Julia Ganancia, Valérie Abécassis. À Paris, on aura Véronique Jeunesse, on aura Jean Manson, on aura Charlotte Bouteloup de France 2, Caroline Delage, Elisabeth Assayag d'Europe 1. Donc voilà, plein de femmes qui ont répondu OK pour venir prêter leur voix et faire des lectures et nous transporter dans l'intimité de ces femmes. Bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Valérie?
Bah écoutez, franchement, moi, ce que je peux souhaiter surtout, c'est que ces femmes-là, elles s'en sortent. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'on arrive demain à une société avec plus de parité. Aujourd'hui, quand on dit qu'à la parité en France, c'est 40%, c'est pas encore 50%. Et ce que j'aimerais beaucoup, et ça commence, c'est que les hommes nous soutiennent un petit peu dans notre cause. On me dit souvent, est-ce que tu es féministe? C'est un livre féministe. Bien sûr, c'est un livre féministe, mais c'est un féminisme moderne. Et aujourd'hui, je constate que les hommes reçoivent ce message aussi. Et ils sont importants pour nous, il faut qu'ils soient là pour nous aider, pour aller plus vite et plus loin, parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on a ce poids sur les épaules, les femmes, et que on a fait beaucoup de chemin avec Simone Veil, avec Simone de Beauvoir. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé, il y a encore des femmes qui descendent dans la rue, et ce serait bien qu'on aille plus vite sans se blesser, parce que le plafond de verre, ça fait mal. Donc si on pouvait nous aider à aller un petit peu plus vite et à atteindre simplement des droits fondamentaux de citoyenne, et ben ça, ce serait formidable. De se sentir surtout en sécurité au sein de la famille, dans la société, tout simplement. Bon, en tout cas, bravo pour ce travail. Merci Cathy de m'avoir reçu. Vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir. Vous êtes adorable. Merci de m'avoir reçu. Ciao. Bonne lecture. Ouais. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.